Ce balado vous est offert par Poste Canada. Faites-en plus en octobre grâce à la promo Mardi d'expédition gratuite et vous pourriez gagner l'expédition gratuite de vos colis pendant 1 an pour votre entreprise. Expédiez gratuitement un colis au Canada chaque mardi d'octobre et les membres du programme Solutions pour petites entreprises de Poste Canada courent la chance de gagner jusqu'à 10 000 $ en frais d'expédition. Visitez postecanada.ca/MEG. Des conditions s'appliquent. Un courriel de mon institution financière, mais l'adresse est boz0@courriel.com. Non merci. Mon cyberréflexe, m'abstenir de cliquer. Aiguisez vos cyberréflexes sur desjardins.com/sécurité. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors Mathieu, tu as écrit un blog très intéressant aujourd'hui, le nombre, où tu parles justement du poids démographique des Canadiens français qui ne cesse de fondre comme neige au soleil au Canada. Et tu cites cet extrait de une de tes séries préférées, tu en parles souvent, Duplessis, avec Jean Lapointe dans le rôle principal, une série qui a été écrite par Denis Arcand. Et à un moment donné, Duplessis parle à Adélard Godbout et lui dit, et là je cite, « C'est pourtant pas compliqué. Quand on a signé la Confédération, on était la moitié de la population du Canada. Là, on n'est même pas le tiers, puis bientôt, on va être en bas du quart. Mais quand tu représentes même pas le quart d'une fédération, mon chum, t'as pas grand-chose à dire. » C'est vrai, tout est là. Ah ben oui, moi je trouve que c'est une phrase d'une lucidité incroyable. C'est-à-dire la phrase, la formule le nombre et le nombre, elle nous vient de Michel Brunet. Apparemment, l'aurait-il emprunté à Arnold Toynbee, mais ce qui est certain, c'est que Brunet l'utilisait beaucoup. Brunet est une des 3 grandes figures de l'école de Montréal, donc des historiens qui ont véritablement refondé le nationalisme intellectuellement au Québec dans les années 50, début 60. Et il nous disait, c'est Michel Brunet et Maurice Séguin disaient ça, le nombre, c'est-à-dire que la démographie est le facteur lourd dans l'histoire. Oui. Et quand dans un ensemble politique, un groupe national pèse de moins en moins, il est condamné à une forme de vie de plus en plus folklorique, il est condamné à l'impuissance, il est condamné au rabougrissement ethnique, ce que disait, soit dit en passant, très justement Guy Rocher il y a quelques jours dans un entretien. Et moi, ça me frappe dans la société québécoise contemporaine, cette incapacité à penser la question du nombre. On le voit à la grandeur du Canada, on ne semble pas comprendre que si on remplace symboliquement les 2 peuples fondateurs par la question des premiers peuples, comme on dit aujourd'hui, c'est pas seulement à cause d'une question de morale, c'est que mais finalement le poids des Québécois est rendu tellement en baisse que dans l'économie globale au Canada, plusieurs communautés disent mais pourquoi ils auraient une espèce de statut symbolique particulier. Ensuite, au Québec même, et ça c'est la partie qu'on oublie aujourd'hui, le poids des Québécois francophones est en régression. On pensait auparavant que il y avait le West Island, puis le reste, en gros, du Québec, c'était le Québec francophone. Eh bien non, maintenant, l'ensemble de la région de Montréal, politiquement, c'est-à-dire Montréal, sauf quelques comtés, Laval, et demain, la Rive-Sud, et après-demain, la Rive-Nord, vont voter comme le West Island peu à peu. Et là, donc ça, c'est la démographie qui commande. Alors, quand je vois des leaders nationalistes dire sans dire le mot identité, c'est bien dire identité, de dire langue française, et de dire tout ça sans dire immigration. C'est-à-dire la question centrale pour notre avenir comme peuple, c'est est-ce qu'on est capable de recevoir autant de gens qu'on reçoit en ce moment? La réponse est non. Eh bien, cette espèce de capacité à parler de tout sauf de la tendance lourde, du nombre, ça témoigne d'un nationalisme déréalisé. Et il faut pas se surprendre ensuite que les Québécois, peu à peu, perdent contact avec leur propre réalité parce que leurs élites ne nomment pas la réalité de fond qui, aujourd'hui, compromet leur existence. Écoute, on pourrait dire que les Canadiens français ou les Québécois, là, sont victimes de leur succès. C'est-à-dire qu'on s'est enrichi, on s'est embourgeoisé, on est sorti de la misère et on sait que quand tu atteins un certain niveau d'aisance, tu as moins d'enfants. Hein? Les pauvres, leur richesse, c'est Jean-Luc Mongrain qui disait ça. Quand tu es pauvre, ta richesse, c'est tes enfants. C'est la seule chose que tu as. Tu n'as pas d'argent en banque, tu n'as rien. C'est tes enfants. Tu as tendance à en avoir beaucoup. Et quand tu commences à monter dans l'échelle sociale, ben tu as 2 enfants, des fois tu as 1 enfant. Ben ça fait que là, ça a une incidence politique, ça.
Oui, mais toutes les questions de proportion ensuite. C'est-à-dire que moi, je suis pas sur le mode où je dirais aux gens, faites des enfants, et ainsi de suite. Je pense que là, on n'est pas dans une société où cette espèce de commandement serait recevable, et d'ailleurs, il ne le serait pas en lui-même. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut recevoir des immigrants en fonction de la capacité d'intégration. Or, aujourd'hui, de manière un peu artificielle, on se dit, on va renouveler la population par l'immigration essentiellement. Mais on se rend pas compte que, vu la dynamique de l'intégration à Montréal et à Laval, ceux qui arrivent, ils se canadianisent culturellement bien davantage qu'ils ne se québécisent culturellement. C'est triste, mais une nation, c'est pas une abstraction géographique ou administrative. Une nation, c'est un peuple, c'est des mœurs, c'est une culture, c'est une langue. Or, on n'est pas capable d'intégrer des nouveaux arrivants à Montréal et à Laval. Alors là, la question que bien les souverainistes se posent, bien les nationalistes, c'est qu'ils disent mais c'est parce qu'on n'est pas assez ouvert, c'est parce qu'on n'est pas assez généreux. Si on tendait la main comme Gérald Godin, ils voudraient tous soudainement nous embrasser puis danser avec nous à cette carré. Mais non, c'est pas qu'on n'est pas assez ouvert, c'est qu'on n'est pas assez fort. Ça, encore une fois, les souverainistes qui vivent de manière un peu désincarnée, les nationalistes de manière désincarnée, notre problème, c'est pas qu'on n'est pas assez généreux. C'est-à-dire, on aurait beau être les plus généreux du monde, l'essentiel, c'est d'être le plus fort, qui a un avantage à s'intégrer au groupe national francophone plutôt qu'aux anglophones. Et ça implique quoi? Ça implique qu'on a une maîtrise des grands paramètres de socialisation, politique, économique, socio et culturelle. Et nous ne les maîtrisons plus. Donc là, on arrive non seulement avec l'idée qu'ils ne s'intègrent pas à nous parce qu'on n'est pas assez gentil, mais c'est donc l'occasion de verser dans une espèce d'autocritique morbide où on se dit c'est parce qu'on est vraiment racistes qu'ils veulent pas de nous. C'est comme s'ils nous rejetaient parce qu'on n'était pas digne d'être aimés. Et là, ce discours-là, il est très présent dans la gauche souverainiste et ainsi de suite. De l'autre côté du spectre, de l'autre côté du spectre, qu'est-ce qu'on a? On a François Legault, pour qui j'ai beaucoup d'estime, mais qui répète sans arrêt, là, on l'a vu à son congrès des jeunes caquistes, il dit il faut un premier ministre qui ose défendre nos pouvoirs, notre culture, notre langue, nos valeurs. Ben oui, mais ce sera encore plus simple de sortir d'un cadre, c'est-à-dire le régime canadien, qui nous condamne à toujours être obligés de nous défendre d'une manière ou de l'autre. Dans le cadre canadien, on est obligé de se défendre tout le temps. Et pour reprendre la formule de Duplessis, parce qu'on en a parlé ces derniers jours, quand tu pèses moins du corps d'une fédération, mon chum, tu décides pas grand-chose. Et ça, donc, d'un côté, on a la gauche, soit souverainiste ou fédéraliste, qui dit si les immigrants ne s'intègrent pas, c'est parce qu'on n'est pas assez beau, on n'est pas assez gentil, on n'est pas assez généreux. Puis de l'autre, François Legault qui dit il faut qu'on défende nos pouvoirs, notre langue, notre culture, mais qui semble indifférent au fait que la pente lourde de la démographie, condamne les Québécois à l'effacement dans l'ensemble fédéral, et deux, les francophones à une forme de régression démographique et politique inévitable à l'intérieur du Québec tant qu'on est dans l'ensemble canadien. Donc, devant tout cela, je me dis, il y a une forme de défi de la réalité qu'il nous faut relever. Ça implique d'abord de la nommer. Ça implique d'abord de nommer, pour reprendre cette formule essentielle de Brunet, le nombre et le nombre. Tant qu'on ne parle pas de ça, on ne parle de rien. Et je pense que les nationalistes québécois ont un devoir de lucidité dans les circonstances présentes. Et Mathieu, j'aimerais t'entendre là-dessus sur ma réflexion. Je crois que cette élection fédérale est probablement l'une des dernières où où nos chefs vont autant courtiser le Québec. On l'a vu, là. Ils nous ont beaucoup courtisé, là. Ils sont venus nous voir, nous ont promis mer et monde, que ce soit Erin O'Toole ou alors Jack Mincing. Je pense que c'est peut-être une des dernières où le Québec va jouer un rôle si important. Qu'est-ce que t'en penses? T'as absolument raison. C'est, d'une certaine manière, c'est le dernier signe, c'est le dernier adieu. Donc, pour moi, ce qui m'apparaît très clair en ce moment, c'est que le nationalisme québécois connaît pour plusieurs une forme de réaction, de renaissance. Il est possible que ce soit le dernier spasme. C'est-à-dire que là, on pèse juste encore assez pour qu'on soit obligé de nous faire des yeux doux. Mais au même moment, la tendance lourde, on y revient du Canada, fait en sorte que nous ne serons plus le terrain de bataille principal. Que le Québec on l'a vu déjà en 2005, si je me trompe pas, et en 2011 ensuite, le Québec peut participer très peu à la majorité gouvernementale et on s'en fiche, il y a un gouvernement qui est parfaitement capable de se faire élire sans le Québec, sans les francophones. Puis ça va s'accentuer. Le Parti libéral en ce moment au Québec, là, il est deuxième chez les francophones. Il n'est pas aussi, je parle du Parti libéral du Canada. Mais il se maintient grâce justement à ces nouveaux appuis démographiques à Montréal, à Laval et ainsi de suite. Bon. Non, je pense que tu as tout à fait raison. C'est la dernière, une des dernières à tout le moins. Si on a une prochaine élection d'un an et demi parce que c'est minoritaire, on en reparlera, là. Mais c'est une des dernières élections qui se situe dans les résidus
d'un Canada où le Québec a encore quelque chose à dire et veut dire quelque chose de particulier. Ça va basculer très rapidement. Quand ce mouvement-là s'accélère, il est plus possible de le rattraper. Et avant, on disait, on peut être maître chez nous, on veut être maître chez nous. Est-ce que, selon toi, ça va être de plus en plus difficile dans le cadre de la Confédération fédérale d'être maître chez nous, dans le Canada? C'est structurellement impossible. C'est-à-dire que le Québec a profité d'une transformation du Canada dans les années 60, où le Canada croyait qu'il y avait quelque chose qui nous devait, où les Québécois étaient très affirmatifs, où le Canada se questionnait lui-même. Il y a eu une chose de fenêtre d'opportunité historique où on était capable de faire des progrès. Mais on a vu très vite les limites de ces progrès-là. René Lévesque devient souverainiste au milieu des années 60. Pourquoi? Parce qu'il dit les progrès qu'on veut faire dans le Canada ne sont plus possibles, la structure nous étouffe. Bon. Je pense qu'à chaque génération, il y a toujours un moment donné où on se rend compte. Là, maintenant, c'est sur la question de la laïcité et de l'identité. On voulait faire des progrès dans le Canada, on se rend compte que c'est pas possible. Là, ensuite, si on veut quelque chose à Ottawa, on se rend compte qu'on est obligé de supplier. Puis on verra bien si grand-papa bleu ou grand-papa rouge veulent nous donner ou non tel montant, tel pouvoir, tel moyen, mais on est toujours en train de quémander. Donc non, le Québec en ce moment, dans le Canada, est condamné en fait à gérer une forme une régression nationale, son rabougrissement ethnique, comme j'aime dire, c'est-à-dire on se définira de moins en moins comme nation, puis de plus en plus comme un groupe folklorique appelé à disparaître peu à peu. Donc non, évidemment, pour moi, le destin québécois dans le Canada est un destin d'effacement, et là, ça va aller en s'accélérant, ça m'apparaît évident. L'illusion d'un nationalisme fort en ce moment, ça annonce en fait son effacement très bientôt. Et c'est même le statut de la langue française comme une des deux langues officielles du Canada qui est menacée, parce que là, de plus en plus de gens vont dire, écoute, là, dans notre ville, à nous, il y a beaucoup plus de gens qui parlent mandarin, qui parlent le français. Alors pourquoi on garderait en vie ce mythe-là d'une langue française très importante, d'un océan à l'autre, alors que c'est faux? Ça va être les effets linguistiques du multiculturalisme. Le multiculturalisme va remplacer le bilinguisme canadien. Et là, le français va redevenir ce que ça a été jusqu'à la parenthèse de la Révolution tranquille. C'est la langue de cette réserve nommée Québec. Donc là, où le français, on va parler et français et anglais, c'est-à-dire que les francophones vont se parler entre eux en français et le reste du Québec, appelé à croître, va se parler en anglais puis va parler anglais. Donc, le Québec va être une province bilingue dans un Canada unilingue qui, par ailleurs, va décider de multiplier les ouvertures aux différentes formes de clientélisme ethno-religieux, ethno-culturel, ethno-linguistique pour se recomposer sous le signe de la diversité. Tout ça est inscrit dans la démographie. Le nombre et le nombre. Nous revenons à ce que nous étions avant l'affirmation nationale des années 60 et ce qui a suivi. Rien de tout cela n'est surprenant. Un peuple n'échoue pas son indépendance sans en payer le prix et nous en ressentons les effets de plus en plus aujourd'hui. C'est très pessimiste ce que tu dis, parce que ça va pas en s'améliorant, là. C'est pessimiste sans être désespéré. Parce que je crois, et ça je le dis à qui veut l'entendre et même aux autres, que on est dans le dernier spasme. Mais le dernier spasme peut être aussi l'occasion d'une espèce de dernier réveil. Et je pense que la confrontation en 3 temps, autour de la loi 21 avec Ottawa, autour d'un sentiment de l'effondrement linguistique et démographique qui vient au Québec, et la prise de conscience qui peut durer, si on n'est pas trop malchanceux, du fait que le Canada anglais, fondamentalement pour lui, notre désir d'affirmation nationale n'est rien d'autre que du suprémacisme ethnique, tout ça mis ensemble crée les conditions d'un Me Too 2 dans les 10 prochaines années. Si on ne s'en empare pas, si on ne fait pas de ce Me Too 2 l'occasion du grand redressement nécessaire, eh bien, nous serons simplement les témoins de notre vivant, de la fin d'un peuple qui était aussi le nôtre. En terminant, Mathieu, tu es en train de devenir de plus en plus parisien. Je t'ai lu et tu as dit que tu as vécu un week-end de ouf. Bientôt, tu vas nous parler, tu vas dire du coup. Bientôt, là. Non, mais là, je fais des synthèses dans mon appartement. Je m'amuse quelquefois à dire du coup, tabarnak. Et non, j'étais au pressing, comme on dit, pas chez le nettoyeur. Et là, il fallait que j'explique que j'avais besoin de mes chemises dès le lendemain parce que j'avais une semaine de fou. Puis là, elle me regarde, je dis une semaine de ouf. Donc, probablement que j'ai mal prononcé la première fois et la deuxième, ça allait. Mais accessoirement, j'ai pu avoir mes chemises. Donc, l'argument, la semaine de ouf a été utilisé. Je saurais faire usage. Ensuite, il faut faire des petites synthèses. Comme j'ai dit, du coup, baptême, ça va pas bien, ce qui boire. Bon, mais on n'est pas encore rendu là. Du coup, on se reparle demain. Merci beaucoup. Bonne journée, Mathieu. Au plaisir, mon pote. Salut. Pendant ce petit moment de silence, des femmes ont sombré dans la misère. D'autres ont craint pour leur vie. Et certaines ont tout perdu. La détresse des femmes se vit partout au quotidien. Aidez-nous chez Doris.org.
Parce qu'en assurance, ce qui compte le plus, c'est d'être là quand ça compte pour vous. Promutuelle Assurance est heureux d'être là partout avec les auditeurs de cette émission. Fier de protéger les biens des Québécois depuis près de 170 ans aux 4 coins du Québec. Promutuelle Assurance est là. Canada. Faites-en plus en octobre grâce à la promo Mardi d'expédition gratuite et vous pourriez gagner l'expédition gratuite de vos colis pendant 1 an pour votre entreprise. Expédiez gratuitement un colis au Canada chaque mardi d'octobre et les membres du programme Solutions pour petites entreprises de Poste Canada courent la chance de gagner jusqu'à 10 000 $ en frais d'expédition. Visitez postecanada.ca/MEG. Des conditions s'appliquent. Nous avons dû tout mettre sur pause. Et toutes mes pensées se sont alors tournées vers ce moment où nous pourrions enfin nous remettre en mouvement. Faites votre retour Via Rail. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors, c'était une soirée de ouf hier et du coup, nous allons en parler avec Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Salut. Écoute, je veux t'entendre sur le Bloc. J'imagine que tu fais partie des gens qui croyaient que le Bloc aurait beaucoup plus performé que ça suite au coup de pied dans le cul qu'on a reçu. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a une double interprétation possible. C'est-à-dire, la première, c'est que le Bloc a mené un assez mauvais début de campagne, il n'y a pas de doute par rapport à ça, et que le choc avec le Canada anglais était, de ce point de vue, a réveillé une partie de son électorat, et il a donc évité une situation où il se serait retrouvé avec 25-26 députés, puis il a maintenu finalement ses acquis à cause du choc devant le Canada anglais. L'autre interprétation possible, c'est que le Bloc, finalement, la colère qu'il y a eu au moment du débat s'est dissipée au fil des jours, et que si l'élection avait eu lieu 3 ou 4 jours après le débat, ben, probablement que le Bloc aurait fait un score tout à fait convaincant. Là, il s'est contenté de faire un score honorable. Ce qui est certain, cela dit, c'est que c'est particulier, c'est ni un triomphe, ni une humiliation, ni une victoire, ni une défaite. C'est un Bloc qui finalement réussit à se maintenir, qui n'est pas mort, qui incarne un courant politique de fond au Québec et qui va devoir réfléchir, je crois, à sa manière de faire la promotion du nationalisme. Est-ce que la politique de se coller tout azimut sur François Legault était la bonne manière de fonctionner? Est-ce que la censure sur l'idée d'indépendance, c'était vraiment la chose à faire? Est-ce que le Bloc, en laissant de côté la question identitaire en début de campagne, n'a pas tiré dans son propre but? Est-ce qu'il n'a pas finalement décidé de ne pas miser sur ce qui peut le faire gagner? Donc, c'est une élection qui, sans être catastrophique et décevante, sans être humiliante, est un peu triste pour les bloquistes. Moi, je trouve ça très, très décevant, là, je t'avoue, là, parce que quand même, la fameuse question là, du débat anglais, c'était pas un professeur de l'Université d'Ottawa qui disait une connerie, ou c'était dans un débat national, et ça montrait, là, c'est une question qui avait été approuvée par un comité de journalistes, bon, etc. Ça montrait vraiment à quel point l'intelligentsia canadienne-anglaise nous méprisait. Tu ne pouvais pas avoir une plus grosse claque d'en face. Et malgré tout ce que ça a fait, c'est qu'ils ont maintenu leurs acquis. Écoute. Là. Mais il y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire que nous, on l'a vu comme tel, mais il ne faut pas oublier à quel point une partie importante du commentariat québécois a été occupée dès que c'est arrivé à relativiser, neutraliser, dissoudre le sens des événements en expliquant que c'était pas essentiel, c'était anecdotique, c'est une dérive, mais c'est pas révélateur de quoi que ce soit. Donc, et ça, c'est une question assez importante pour les Québécois, je crois, c'est que dans l'espace public, la capacité d'interpréter les événements en demeurant, je dirais, fidèles à leur dimension nationale, on n'est pas si nombreux que ça à le faire. C'est bête à dire. Donc, une partie de la radio-télévision fédérale, par exemple, a traité ça comme un événement relativement mineur, a été obligé d'en parler, mais en parler de manière un peu embêtée. Ensuite, j'ai l'impression que les Québécois là-dessus s'étaient pas préparés mentalement à une élection où la question nationale serait importante. Elle est revenue par le débat en anglais, mais les Québécois ont perdu, je crois, quelquefois leur réflexe nationaliste, à tout le moins quand vient le temps de voter à Ottawa. Ils ont repris l'habitude de considérer que à Ottawa, finalement, le nationalisme québécois n'est pas le facteur principal. Donc, il y a toute une série de facteurs qui, me semble-t-il, pèsent là-dedans. Je trouve ça décevant, cela dit, on s'entend. Le fait est que les Québécois auraient dû avoir une réaction beaucoup plus vive. Ils auraient dû réagir plus fortement. Mais de l'autre côté, il faut bien le dire,
Le Bloc a déjà servi de paratonnerre, hein, il l'a fait en 93, il l'a fait après le scandale des commandites. Il y a quelque chose de triste aussi dans le fait qu'on vote pour le Bloc et on se décharge ensuite de la responsabilité de réagir plus durablement, plus en profondeur. Cela dit, il n'y a pas de doute là-dessus que c'est une forme d'examen nécessaire pour les nationalistes québécois de leur incapacité à finalement être sur le mode reconquête. Donc, ils gardent leur position, ils ne sont pas capables de reconquérir, ils vont devoir se poser 2 ou 3 questions. Écoute, on dit là, partout dans les journaux aujourd'hui que la marque Justin Trudeau a perdu de son glamour. Comment c'est en France? Parce qu'on a commenté, bien sûr, le résultat des élections hier. Est-ce qu'il a perdu de sa patine? Justin. Oui, en fait, il a perdu. Pendant la campagne, quand on parlait de ce qui se passait au Canada, c'était Trudeau a perdu de son aura, Trudeau a perdu de son charme. Ce n'est plus le sex symbole glamour des dernières années. Il pourrait perdre et ainsi de suite. Bon, il a gagné, mais je pense que ce n'est plus le premier ministre incandescent, comment je pourrais dire, la rockstar de la politique occidentale. Mais bon, il s'est maintenu. Ensuite, il ne faut pas sous-estimer que le Canada n'est pas au cœur des préoccupations françaises. C'est-à-dire, ils aiment le Canada. Il y a un double rapport à Trudeau. Il y a ceux qui voyaient dans Trudeau donc la modernité absolue et ceux qui le voyaient comme une espèce de repoussoir absolu. Mais en dernière instance, le Canada n'est pas la préoccupation principale des Français et l'élection canadienne a pris assez peu de place finalement dans les médias français. Écoute, l'environnement, on en parle beaucoup, les jeunes en parlent beaucoup, c'est très important. On a vu hier le score du Parti vert était minable. Donc, ça n'a pas l'air si important que ça, parce que si c'est si important que ça, l'environnement, tu votes Parti vert. Non, je pense que c'est parce que les gens savent que l'environnement est important qu'ils votent pas Parti vert. C'est-à-dire que c'est l'incarnation caricaturale de l'extrême gauche intersectionnelle. Annemie Paul, comme j'aime dire, tellement une idée élevée d'elle-même qu'elle va finir par avoir le vertige. Madame, le fond de programme des Verts, c'est leur côté pastèque, là, c'est-à-dire vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. C'est un parti qui est d'abord passionné par les questions de multiculturalisme, d'identité, de racisé, de ci, de ça, de racisme systémique. La question environnementale, je dirais, est beaucoup trop importante aujourd'hui pour être confisquée par les écolos, par les mouvements écologistes. On le voit en France aussi. Et de ce point de vue, ce qu'il faut souhaiter, c'est que les partis de gouvernement prennent vraiment au sérieux la question écologique, parce que d'autant plus que les écolos elles-mêmes la servent si mal. Écoute, je veux pas faire de règlement de compte, mais j'ai lu un texte dans la presse sur toi, te concernant. J'ai trouvé ce texte-là tellement odieux, tellement épouvantable. C'est quelqu'un qui visiblement ne te connaît pas, ne te lit pas, ne t'écoute pas. On a essayé de te faire passer, c'est Raymond Likouris, de te faire passer pour quelqu'un de malodorant, de sulfureux, de raciste, d'extrême droite. Tu disais, t'as minute, juste parce que ce gars-là dit, il faut accepter les immigrants à la mesure de notre capacité d'accueil. C'est tout ce que tu dis. On dirait que dès qu'on parle un peu d'immigration, chez certains bien-pensants, on tombe tout de suite dans la case extrême droite. Oui, mais je t'avouerai, j'ai pas l'énergie de m'indigner pour ça parce que ça présupposerait que j'accorde quelque intérêt au texte de Raymond Likouris, que je lui prête une capacité conceptuelle ou intellectuelle intéressante. Or, bon, Madame Likouris est probablement une bonne personne dans l'intime, je n'en doute pas, mais intellectuellement, elle n'est pas stimulante. C'est l'incarnation caricaturale de l'idéologie victimaire dans la presse québécoise. Comme je dis, j'ai rien personnellement contre elle, mais l'idée de la lire autrement que pour m'amuser des caricatures de ce qu'elle représente ne me traverserait pas l'esprit. Lorsque je la lis, c'est pour savoir où se trouve l'état de la caricature du camp d'en face. Bon, une fois que c'est dit, c'est un texte de Raymond Likouris, ça changera pas le cours de l'histoire. En terminant, je reviens encore sur les élections pour un truc là. On sait que le Parti conservateur a tendu la main au Québec, vraiment beaucoup courtisé les Québécois. Ça ne les a pas servis. Est-ce que tu penses qu'on va dire maintenant, ça donne strictement rien là, de frapper à leur porte? On est arrivé avec plein de cadeaux. Ils nous ont claqué la porte en pleine face. C'est terminé. On arrête d'écrouser. Non, je pense que le Parti conservateur, dans la stratégie politique des conservateurs, s'ils veulent vraiment, puis eux, c'est un parti qui doit se poser des questions sur la suite des choses.
C'est un parti qui est complètement idéologiquement neutralisé par le Canada, par le Parti libéral du Canada, qui n'a pas son propre imaginaire politique. Donc, le Parti conservateur du Canada, globalement, c'est quoi? C'est la base réformiste d'un côté, qui est à la fois populiste, conservatrice, puis avec une dimension conservatrice sociale. C'est les conservateurs Tory de l'Ontario. Et aussi un peu dans les maritimes, c'est des nationalistes québécois. Plus la droite québécoise, droite, là, mais sinon, c'est des nationalistes québécois. Ils ont besoin de se reconstruire une coalition. Donc, pour l'instant, ça va faire partie de leur plan, mais tant que le Bloc québécois est là, puis je pense qu'il est là pour rester au moins en partie, c'est que le Bloc québécois canalise naturellement le nationalisme québécois. Donc, il y a une place plus réduite pour des conservateurs, et c'est un peu inévitable dans les circonstances. Mais une fois que c'est dit, on n'achète pas les Québécois avec des cadeaux. Sur le fond des choses, je trouve normal qu'on ne se laisse pas acheter avec des cadeaux, même si le cadeau est bleu. En dernière instance, il est normal de voter pour nos intérêts nationaux. Merci. En tout cas, on va être pogné encore quelques longues années avec Justin Trudeau, je crois. Oui, hélas. Hélas, bye, merci. Bye. Merci beaucoup. À demain, Mathieu. Bye. Pendant ce petit moment de silence, des femmes ont sombré dans la misère. D'autres ont craint pour leur vie. Et certaines ont tout perdu. La détresse des femmes se vit partout au quotidien. Aidez-nous chez Doris.org. Parce qu'en assurance, ce qui compte le plus, c'est d'être là quand ça compte pour vous. Promutuelle Assurance est heureux d'être là partout avec les auditeurs de cette émission. Fiers de protéger les biens des Québécois depuis près de 170 ans aux quatre coins du Québec. Promutuelle Assurance est là. Poste Canada. Faites-en plus en octobre grâce à la promo Mardi d'expédition gratuite et vous pourriez gagner l'expédition gratuite de vos colis pendant 1 an pour votre entreprise. Expédiez gratuitement un colis au Canada chaque mardi d'octobre et les membres du programme Solutions pour petites entreprises de Poste Canada courent la chance de gagner jusqu'à 10 000 $ en frais d'expédition. Visitez postecanada.ca/MEG. Des conditions s'appliquent. Pendant ce petit moment de silence, des femmes ont sombré dans la misère. D'autres ont craint pour leur vie. Et certaines ont tout perdu. La détresse des femmes se vit partout au quotidien. Aidez-nous chez Doris.org. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Mathieu, c'est assez drôle de voir François Legault qui tient à tout prix à spécifier qu'il est de gauche. Moi, je suis de centre-gauche, comme si être de centre-droite était épouvantable, était quelque chose d'inadmissible. Puis là, il faut qu'il remette les montres à l'heure. Non, j'ai appuyé les conservateurs, mais je vous le dis, je suis de gauche. C'est un peu drôle. Il y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire, premièrement, il y a le fait que les Québécois ne savent pas exactement quoi faire du clivage gauche-droite, et on sait globalement que gauche veut dire gentil, et droite veut dire mauvais. Bon. Deuxièmement, il y a aussi le fait que Legault nous dit qu'il est de la gauche efficace, de mémoire. Oui. C'était, soit dit en passant, son positionnement au temps du Parti québécois. Quand il était au Parti québécois, il se cherchait un créneau idéologique, il était incertain quant au positionnement qu'il devait prendre. Et on s'en souvient, il avait donc dit qu'il était de gauche efficace. C'était sa manière de dire « j'ai un cœur, mais je sais calculer, je sais compter ». Il y a un autre élément qui s'ajoute à ça, c'est que François Legault, qui est un homme par ailleurs intelligent, c'est un homme qui lit, c'est un homme qui se renseigne, on comprend que la notion de droite dans la politique québécoise a une double signification. Soit c'est la droite économique, donc le discours style Institut économique de Montréal, qui pour de bonnes ou de mauvaises raisons a mauvaise presse globalement. Et ensuite, il y a le côté droite morale, surtout quand on pense aux conservateurs. Donc, la droite, chez nous, ce n'est pas, par ailleurs, c'est pas des histoires, c'est pas la tradition gaulliste, c'est pas le nationalisme au sens où, encore là, ça pourrait, mais on l'a pas pensé comme tel. Le nationalisme se situe à l'extérieur du clivage gauche-droite. Donc, on voit à quel point, le clivage gauche-droite est paralysant intellectuellement parce qu'il se construit à l'avantage exclusif de la gauche. Ensuite, on voit que s'il faut s'y situer, le premier ministre décide de chercher à envoyer des signaux pour neutraliser le tout, quitte à passer pour un peu ridicule, je le dis avec tristesse, parce que quand on en a appelé à voter pour des conservateurs, disons qu'on n'est pas
globalement de gauche. Ça veut pas dire qu'on est de droite, ça veut dire qu'on n'est pas de gauche, disons ça comme ça. Mais j'ai l'impression que le premier ministre ne parvient pas à s'extraire de ce point de vue de ses premières années de socialisation politique et aussi du langage politique dominant au Québec. Son premier réflexe, me semble-t-il, aurait dû être de s'extraire du clivage gauche-droite, de dire qu'on pense pas dans ces termes-là au Québec. Au Québec, on n'est pas de gauche ou de droite, on se rassemble, on est un peuple uni, on se perd pas dans des étiquettes idéologiques. Bon, il aurait pu. Mais c'est comme si finalement de vieux, son ancienne socialisation politique dit j'avais pris le dessus sur la lecture des temps présents. Mais aussi, il y a autre chose là-dedans aussi, c'est que tu sais quand on dit, c'est comme si l'élite québécoise reconnaissait qu'il y avait plusieurs gauches. Il y a la gauche radicale, il y a la gauche woke, il y a le centre-gauche, tout ça. Mais la droite est dans un même sac. La droite, elle est toute méchante. T'sais, on reconnaît pas qu'il y a plusieurs droites comme il y a plusieurs gauches. Oui, mais ça, moi, je t'avouerais que là-dessus, t'as tout à fait raison, mais je t'avouerais que le vrai, à mon avis, le vrai problème, c'est ce foutu clivage, c'est ce dernier clivage paralysant. Et je m'explique. Le clivage gauche-droite se fait toujours à l'avantage de la gauche. C'est la gauche qui décide, premièrement, qui est à droite, qui elle ne veut plus dans ses rangs. Sur plusieurs questions qui sont les tiennes, qui sont tes positions politiques. Globalement, si on te dit de l'époque du voir à aujourd'hui, sur certaines questions, il y a des continuités, sur d'autres, ça a évolué. Bon. Mais t'as moins changé qu'une partie de la gauche a changé et a décidé de t'expulser à droite parce qu'elle ne te voulait plus dans ses rangs. C'est le cas aussi, on pourrait faire une longue liste là-dessus. Pensons à Alain Finkielkraut en France. Finkielkraut, sur le fond des choses, ses positions demeurent globalement les mêmes. Il les a approfondies, il y a des inflexions, mais sa philosophie demeure la même. Mais a été repoussée à droite parce que la gauche change sans cesse son identité, elle évolue dans la définition de son identité, et si on ne suit pas le rythme, on est expulsé à droite. Donc, en dernière instance, ce que fait la droite et ce dont la gauche ne veut pas. Voilà pourquoi, oui, il y a plusieurs droites. En fait, il y a des différentes catégories de gens dont la gauche ne veut pas. Il y a les nationalistes, il y a les conservateurs, il y a les libéraux, il y a les libertariens, il y a les traditionnalistes, il y a les catholiques, il y a les athées qui se défient vraiment de la religion et qui veulent une laïcité maximale. C'est beaucoup de monde qui n'ont pas tant de choses en commun sinon que d'être pas de gauche. Donc, moi, en ces matières-là, j'aurais compris que le premier ministre dise fichez-moi la paix avec ces espèces de catégories désuètes, mais puisqu'il décide de s'y rallier, il se rend pas compte qu'il décide seulement de s'offrir de s'emprisonner dans les catégories de l'adversaire qui vont lui dire ensuite t'es pas assez de gauche, t'es pas de la vraie bonne gauche, c'est pas comme ça qu'on est de gauche, et ainsi de suite. C'est un vocabulaire dont on devrait s'affranchir à tout le moins au Québec. En France, c'est tellement profondément inscrit dans l'histoire du pays que c'est difficile, mais chez nous, on devrait en être capable. T'as tout à fait raison. Tout à fait raison. Une autre insulte, si être de droite est une insulte, être duplessiste, c'est une insulte aussi. Est-ce que c'est vrai que c'est si mauvais que ça, être associé à Duplessis? C'est particulier, parce qu'il y a deux Duplessis. Il y a le Duplessis historique, c'est-à-dire celui qui existait pour vrai, qui se faisait élire en 36-39, ensuite 44 à 59 sans interruption, qui a été le défenseur de l'autonomie provinciale, au moment où Ottawa, après la guerre, voulait centraliser comme jamais les pouvoirs à Ottawa. C'est celui qui luttait contre l'assimilation, qui a cherché à construire le Québec comme État national avec l'impôt provincial, avec le drapeau du Québec, et ainsi de suite. Donc, c'est un héritage contrasté. On peut dire que la part sociale du duplessisme est certainement critiquable, hautement critiquable. Mais il y a un aspect positif, cette idée qu'il a défendu la nation, puis il y a une continuité de ce point de vue entre l'avant et l'après-révolution tranquille, c'est le fait de construire le Québec comme l'État national des Canadiens français. Bon. Mais les Québécois, de ce point de vue, ont une mémoire tordue. C'est-à-dire, ils n'ont retenu de Duplessis que le procès du duplessisme instruit par ceux qui le combattaient, puis qui l'ont combattu dans les années 50, qui ont pris le pouvoir dans les années 60. Ils ont perdu le sens de la nuance. Ils ont oublié que c'est un héritage contrasté, que si personne aujourd'hui aurait l'idée de se dire duplessiste, on n'est pas duplessiste, est-ce qu'il est possible de voir cet héritage-là de manière plus subtile, sans s'enfermer dans les catégories toxiques du Québec, de ceux qui ont mené la bataille contre lui et qui ont voulu l'enfermer dans une caricature?
Ça, c'est plus compliqué, manifestement. Et moi, je pense qu'on devrait être capable de réviser cet héritage. Le très beau livre de Pierre Berthelot, Duplessis est encore vivant, pourrait être lu. Le livre de Martin Lemay, je perds le titre, mais je pense que je vote Duplessis, à la défense de Maurice Duplessis. On pourrait penser au texte de François-Albert Anger, paru à la fin des années 90, où il expliquait dans un collectif sur Duplessis comment, dans les années 50, c'est Duplessis qui va défendre vraiment l'autonomie provinciale, donc l'autonomie du Québec. On peut ensuite dire tout le mal qu'on veut de son conservatisme social, de sa vision très limitée du développement économique. J'ai aucun souci à ce qu'on le critique, mais quand on décide de fabriquer un diable, comme le fait Gabriel Nadeau-Dubois, c'est rien d'autre qu'une technique de diabolisation un peu limitée et finalement assez intellectuellement peu stimulante. Et Mathieu, je vais faire un lien, un pont entre le Québec et la France. On reproche beaucoup à François Legault de se comporter comme Louis XIV et de dire l'État, c'est moi. De dire lorsque je parle au nom du Québec, on lui reproche ça, mais n'est-ce pas normal que quand tu es premier ministre élu démocratiquement, qu'effectivement, quand tu parles au nom du Québec? Oui, évidemment. J'étais en débat récemment dans une de nos émissions avec quelqu'un qui disait, oh là là, une libérale, qui dit, oh là là, François Legault défend les valeurs du Québec, il n'y a pas que de quel droit? Et Justin Trudeau lui défend pas les valeurs du Canada, là, un instant, là. Le fait est que le premier ministre d'un pays défend par définition quelque chose qui dépasse son simple clan, qui est une définition large de l'identité, une définition large de la culture, du pays. Bon. Et là, mais là, on va nous dire, mais il défend pas les valeurs de tous les Québécois. Non, mais d'accord, là. On a quand même 70% des Québécois qui sont pour la laïcité, par exemple. Puis c'est quand même la fonction du premier ministre que d'incarner l'État, d'incarner la continuité historique de son pays, d'aller au-delà comme je dis, des définitions très étroites et partisanes. Donc, ceux qui reprochent à François Legault de défendre le Québec, ses valeurs, son identité, ont tout simplement, c'est un mauvais procès. Puis, au même moment, ces gens-là sont énamourés quand ils pensent à Saint-Justin. Franchement, là-dessus, on aurait envie de dire, pas égal. Et oui. Écoute, en terminant, des fois, je suis découragé sur l'avenir du Québec et j'écris à Joseph Facal pour qu'il me pompe un peu, ou je t'écris à toi pour que tu me repompes. Il faisait très beau ce week-end. Je me suis promené dans le cimetière Côte-des-Neiges. J'aime ça me promener dans les cimetières. Moi, je trouve ça tranquille et tout ça. Je suis tombé devant le monument funéraire de Maurice Richard et c'est écrit en gros, il ne faut pas abandonner. Alors, ça m'a inspiré, tiens. Avec raison. Je veux dire, à chaque génération, sa responsabilité. J'aurais souhaité de la génération qui porte la bataille finale jusqu'au triomphe de l'indépendance. Il n'est pas interdit de penser qu'à l'échelle de l'histoire, notre responsabilité soit aussi grande, c'est celle de ne pas abandonner quand tout semble difficile, de ne pas céder quand les vents sont contre nous. C'est moins excitant. On aimerait ça avoir notre nom sur la coupe puis planter le drapeau final. Oui. Il n'en demeure pas moins qu'il ne faut pas céder. Et puis nous allons finir par gagner, tout simplement parce que 400 ans d'histoire vont pas se terminer sur un non-lieu. Là-dessus, merci beaucoup, Mathieu. Bonne journée. Parce qu'en assurance, ce qui compte le plus, c'est d'être là quand ça compte pour vous. Promutuelle Assurance est heureux d'être là partout avec les auditeurs de cette émission. Fiers de protéger les biens des Québécois depuis près de 170 ans aux 4 coins du Québec. Promutuelle Assurance est là. Bon balado. Pendant ce petit moment de silence, des femmes ont sombré dans la misère. D'autres ont craint pour leur vie. Et certaines ont tout perdu. La détresse des femmes se vit partout au quotidien. Aidez-nous. Vous êtes offert Chez par Poste Canada. Doris.org. Faites-en plus en octobre grâce à la promo Mardi d'expédition gratuite et vous pourriez gagner l'expédition gratuite de vos colis pendant 1 an pour votre entreprise. Expédiez gratuitement un colis au Canada chaque mardi d'octobre et les membres du programme Solutions pour petites entreprises de Poste Canada courent la chance de gagner jusqu'à 10 000 $ en frais d'expédition. Visitez postecanada.ca/MEG. Des conditions s'appliquent. Pendant ce petit moment de silence, des femmes ont sombré dans la misère. D'autres ont craint pour leur vie. Et certaines ont tout perdu. La détresse des femmes se vit partout au quotidien. Aidez-nous. Chez Doris.org. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Alors, mon cher Mathieu, toi qui es pour un certain relâchement des mesures sanitaires, on s'entend, t'es pas Maxime Bernier, t'es pas anti-vax, t'es pas contre le passeport sanitaire, t'es pas Éric Duhaime, mais quand même, t'es pour un certain relâchement. Quand tu regardes ce qui se passe en Alberta, où c'est vraiment la cata, tu te rends compte qu'il faut pas relâcher trop tôt non plus, là.
Tout dépend de ce qu'on entend par relâcher. C'est-à-dire, je crois que nous avons tous, moi je fais partie de ceux qui ont été vraiment marqués par l'expérience du confinement l'an passé, puis même un peu au début de cette année, il ne faut pas l'oublier. Et les violences psychiques, les violences psychologiques, les violences culturelles, sociales liées au confinement sont telles qu'il me semble qu'on doit évacuer la possibilité du confinement de notre esprit. Une fois que c'est dit, nous savons que nous ne sommes pas sortis une fois pour toutes de cette crise. Donc moi, quand je dis qu'il faut relâcher les mesures, j'entends seulement par là qu'il faut réapprendre à vivre, mais en intégrant dans notre comportement quotidien, pour un temps par ailleurs, une certaine prudence qui n'est pas insensée. Cela dit, la grande question demeure celle de la vaccination, quoi qu'on en dise. Donc là on dit souvent c'est l'épidémie des non-vaccinés désormais, c'est vrai. Mais je pense que la question de base, cela dit, c'est qu'il faut restaurer l'idée qu'on marche vers la normalité, mais une marche vers la normalité, ça ne veut pas dire se jeter dans la piscine d'un coup, surtout s'il n'y a pas d'eau. Mais je pense qu'on doit garder à l'idée que la vie normale doit reprendre ses droits, ce qui ne veut pas dire ensuite qu'on doit faire comme s'il n'y a pas un relan de l'épidémie qui est toujours possible. Oui, mais Jason Kenney, justement, il a écouté les gens qui disaient, voyons donc, M. Kenney, il faut ouvrir, là, ça n'a pas de bon sens, ouvrir les commerces, tout ça. Il a dit, OK, on va ouvrir, puis regarde, là, il n'aurait jamais dû faire ça. Il y a eu des décès, c'est pas rien. Mais au Québec, on ouvre en ce moment, un peu partout, on ouvre. En fait, les restaurants sont ouverts, la vie a repris. Oui, un passeport sanitaire. Bon, j'avais des réserves là-dessus. J'avais des réserves sans être radicalement opposé. Je continue d'avoir des réserves tout en acceptant la chose désormais. On le voit des deux côtés de l'Atlantique. Mais l'idée, c'est qu'il faut pas faire comme s'il n'y a pas de pandémie, mais on ne peut pas considérer que la vie est absolument un univers sans risque. Et puis à cause de ça, on faudrait être confiné jusqu'à ce que le dernier grain de COVID disparaisse de nos vies. Parce que par définition, si la COVID est là, elle circule. Je pense que de ce point de vue-là, apprendre à vivre entre guillemets avec le virus, c'est d'accepter que ce virus fait des dommages. Il faut faire tout en sorte qu'il soit limité, ces dommages, mais qu'on ne peut pas faire comme s'il n'est pas présent dans nos existences. Et c'est ce jeu d'équilibre, me semble-t-il, en tenir compte du virus sans s'y soumettre, qui relève d'une politique publique qui ne nous ramène pas dans la psychologie du confinement 2020. Mais tu connais bien cette expression anglaise, better safe than sorry. Vaut mieux trop en faire que pas assez. Là, M. Kenney dit, je m'excuse, je me suis trompé. Attends une minute, là, il y a eu des morts, là. C'est pas rien, là. Il y a eu des morts. Tu sais? Non, mais je comprends, mais à l'instant, moi, je suis pas de ceux qui disent que rien n'est grave, on s'entend. Moi, tous ceux qui hurlent à la tyrannie sanitaire et à la dictature sanitaire me rendent dingue tellement ils vivent dans un monde parallèle. Et ceux qui s'en vont hurler devant les écoles et puis les hôpitaux, je trouve que c'est délirant, c'est une dérive sectaire. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est une forme de fondamentalisme un peu étrange. Bon. Mais ensuite, je pense à tous ces gens normaux qui, me semble-t-il, ont leur deux doses, qui vont prendre la troisième s'il faut. Il faut qu'il y ait quand même un effet vaguement positif à tout ça. J'entends par là qu'il faut que la vie reprenne ses droits. Et je suis pas de ceux qui, si on nous disait demain, vous n'avez plus le droit de voir vos proches, vos amis, votre famille, et ainsi de suite, il faut qu'on retourne avec des degrés de modération dans l'expérience du confinement, je dirais non, ça va faire plus de mal que de bien. Ensuite, qu'on prenne les mesures qu'il faut justement pour traverser la dernière étape de la COVID, qui dure plus longtemps qu'on ne le souhaiterait, mais on ne peut pas décider, cela dit, de revenir à cette idée qu'il faut tous se cadenasser d'une manière ou de l'autre pour traverser la dernière épreuve de l'épidémie. Manifestement, il faut que la vie reprenne ses droits, sinon le prix à payer pour une gestion hasardeuse des aspects sociaux de la COVID, ça va être très dur à payer aussi après coup. Mais justement, t'imagines les gens qui doivent décider, là. Mettons, t'es dans la peau de M. Dubé, le ministre de la Santé, ou de M. Legault. Il faut pas que t'ouvres trop tôt, parce que tu te ramasses comme l'Alberta, mais en même temps, il faut pas que tu ouvres trop tard non plus, là, parce que les gens sont vraiment écœurés. Écoute, c'est une décision qui est tellement difficile à prendre, parce que c'est une décision où tu joues avec la vie des gens. Regarde, là, Jason Kenney, s'il peut retourner en arrière, mon Dieu, qu'il retournera en arrière. Là, c'est rendu que l'armée va prendre des malades, va les sortir de l'Alberta pour les faire soigner ailleurs. C'est très grave ce qui est arrivé. Donc, heureusement qu'on n'est pas dans les souliers des décideurs actuellement. Ça, je suis d'accord, un instant. C'est le privilège du critique que de voir les failles de la gouvernance, mais celui qui gouverne, il a une responsabilité immense devant l'histoire, puis il y a des vies en jeu, il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense néanmoins que faire valoir le souci des droits à la socialité, des libertés publiques, le fait de simplement que la vie doit se poursuivre, ce n'est pas être irresponsable, c'est rajouter dans l'esprit de nos gouvernants une variable qu'ils ne devraient pas oublié. Puis encore une fois, on le constate, là, chez les vaccinés, globalement, il faut le dire, chez les vaccinés, ça va globalement bien. Chez les vaccinés, la COVID n'est plus la maladie dévastatrice, sauf exception, évidemment.
les vaccinés ne peuvent pas porter sur leurs épaules le fardeau de tous ceux qui ont décidé de se dérober aux exigences sanitaires dans les circonstances et aux exigences vaccinales. Mais c'est ça qui est hallucinant, Mathieu, c'est que ceux qui remettent le plus, ceux qui font en sorte que la pandémie perdure, ce sont ceux qui sont écœurés. Tu sais, ce sont ceux qui veulent qu'on ouvre, qui veulent pas de passeport vaccinal, tout ça. C'est ces gens-là qui font que ça va durer plus longtemps. Oui, non, mais évidemment, ça, on voit en ce moment, c'est pour ça que moi, les anti-vax, là, je parle pas, le passeport vaccinal, pour moi, il y a une discussion qui a eu lieu, ça, on s'entend maintenant, la question, c'est pas de savoir si on est pour ou contre abstraitement, c'est à quel moment on va le congédier, dans quelles circonstances, bon, tout ça. Mais on n'est plus dans une discussion abstraite sur cette affaire-là. Les anti-vax, ça dit, c'est autre chose. Je confesse qu'avec eux, j'ai beaucoup plus de misère à discuter rationnellement. C'est qu'à un moment donné, sauf exception, donc tu peux tomber sur quelqu'un qui, a des arguments très particuliers, mais globalement, c'est quand même le signe d'une forme d'obscurantisme, de refus de l'esprit scientifique, de refus des plus grandes conquêtes de la civilisation occidentale, c'est-à-dire l'esprit scientifique. Donc, de ce point de vue, ceux qui décident finalement de vivre dans une forme de dissidence un peu aberrante, en quelque sorte, ils retardent la société dans son ensemble. Donc, c'est pour ça que là-dessus, il faut tenir 25 variables en même temps, 250 variables en même temps. Mais je le redis, la vie du commun des mortels n'est pas une variable secondaire et le droit à la vie sociale, à voir ses proches, à chanter d'existence, à jouir de la vie, tout ça, c'est pas, à mon avis, quantité négligeable pour petits jouisseurs malsains. Merci beaucoup. Je te laisse justement jouir de la vie, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée. Bye. Salut. Pendant ce petit moment de silence, des femmes ont sombré dans la misère. D'autres ont craint pour leur vie. Et certaines ont tout perdu. La détresse des femmes se vit partout au quotidien. Aidez-nous chez Doris.org. Parce qu'en assurance, ce qui compte le plus, c'est d'être là quand ça compte pour vous. Promutuelle Assurance est heureux d'être là partout avec les auditeurs de cette émission. Fiers de protéger les biens des Québécois depuis près de 170 ans aux quatre coins du Québec. Promutuelle Assurance est là. Poste Canada. Faites-en plus en octobre grâce à la promo Mardi d'expédition gratuite et vous pourriez gagner l'expédition gratuite de vos colis pendant 1 an pour votre entreprise. Expédiez gratuitement un colis au Canada chaque mardi d'octobre et les membres du programme Solutions pour petites entreprises de Poste Canada courent la chance de gagner jusqu'à 10 000 $ en frais d'expédition. Visitez postecanada.ca/MEG. Des conditions s'appliquent. Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Un message du gouvernement du Québec. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors Mathieu, je suis extrêmement choqué par la une de Paris Match. On sait que Éric Zemmour, qui est un homme controversé, va probablement se lancer là, il va se présenter comme au présidentiel. Ses adversaires veulent sa peau à tout prix. Et là, Paris Match l'a mis en première page une photo de lui dans la mer avec sa maîtresse dans ses bras. On sait qu'il est marié, mais là, il a une relation avec une de ses principales conseillères. Et on met ça en première page. Tu dis, attends une minute, là, on est rendu là dans la presse française? Alors, toute l'ambiguïté, c'est Paris Match. Hein. C'est-à-dire, Paris Match est un titre qui appartenait quand même à la presse mainstream. C'était la version l'aile people de la presse mainstream, disons ça avec des bons mots français. Or, et il y avait aussi, il y a la presse qui raconte vraiment, il y a la presse people, il y a la presse de paparazzi, mais c'est pas Match normalement. Et là, quel signal envoie Paris Match ici? C'est qu'il est normal désormais de violer la vie privée, de violer l'intimité, de s'emparer de l'intimité d'un homme, de sa vie privée, de ce qu'il n'offre pas au public pour faire son procès au nom d'une conception fanatique de la transparence, au nom d'une conception complètement, je dirais, nord-américaine du fait qu'on doit tout savoir de la vie privée d'un homme si on veut voter pour lui un jour. En plus, c'est un article d'une grande hypocrisie, parce que bon, on voit les photos qu'on voit, mais au même moment, le texte lui-même ne dit rien.
Donc, il y a quelque chose d'un peu étrange dans tout cela, mais ça nous en dit beaucoup, je trouve, sur ce culte de la transparence qui aujourd'hui prend une place immense dans les médias et qui, soit dit en passant, avouons-le, est encouragé par chacun de nous dans la société de la surveillance généralisée rendue possible par les téléphones intelligents partout, par les réseaux sociaux. Mais le fait est qu'on espérait que les médias résistent à cette tentation de la transparence absolue. Sur ce coup-là, manifestement, ils ont décidé de participer à une campagne pour jeter à terre la réputation d'un homme. On l'attaque pas sur ses idées. Là. On dit qu'il a une maîtresse. Écoute, comme s'il y avait aucun politicien avant dans l'histoire de la France qui a eu une maîtresse vraiment. Puis c'est une photo prise au téléobjectif. C'est vraiment dégueulasse. Et, on parle absolument pas de ses idées, tout ça. Est-ce que, écoute, Mitterrand à l'époque avait non seulement une maîtresse, mais il y avait une fille illégitime qu'il avait eue avec une autre femme. Tous les journalistes connaissaient l'existence de cette fille-là. Personne n'en parlait. Oui, absolument. Puis apparemment que Mitterrand, ce qu'il faisait, c'est que quand c'était inévitable que ça allait filtrer, il laissait passer ça dans la pire de la presse d'extrême droite, comme on dit, pour qu'on dise, vous voyez d'où ça sort, tout ça relève d'une espèce de fantasme et d'un complot. Mais le commun des journalistes refusait de parler de ça, et je pense que ça nous en dit beaucoup sur l'américanisation de la mentalité en France, l'américanisation des mœurs, le culte de la transparence globale, c'est-à-dire on n'accepte plus cette idée, que justement l'intégralité de la vie d'un homme n'est pas faite pour le public. 2, qu'on peut être un bon dirigeant tout en ayant une vie privée plus complexe que conventionnelle, disons ça comme ça. Et je trouve qu'à travers tout ça, c'est une espèce de sans-gêne absolue. On décide de s'emparer de ce qui relève de l'intime en oubliant que ce droit à la transparence n'est rien d'autre qu'une méthode qui relève du totalitarisme. Mais c'est un totalitarisme dans les circonstances, c'est-à-dire tous les domaines de la vie nous appartiennent, on peut s'emparer de tout et on ne se reconnaît aucune limite d'une manière ou de l'autre. Non, c'est très grave ce qui s'est passé sur ce coup-là. Et pour l'instant, la classe politique française est gênée, la classe médiatique, une partie l'est aussi, mais le mauvais coup a été fait finalement. Mais est-ce que ça va aider Éric Zemmour? Je voyais Éric Nolot là, en France, ceux qui connaissent les médias français, vous le connaissez, c'est pas quelqu'un qui est près d'Éric Zemmour puis qui est dans la même mouvance, absolument pas. Et lui se dit extrêmement choqué. Il a pris la défense de Zemmour, donc ça pourrait à la limite aider Éric Zemmour. En fait, c'est que c'est un joyeux duo, ces deux-là. C'est-à-dire les deux Éric, comme on les appelait autant on n'est pas couché. Ils animent une émission ensemble, Zemmour et Nolot, mais ils sont vraiment pas sur la même ligne idéologiquement. Non. Et ils sont un peu l'incarnation de la possibilité d'une amitié qui soit pas simplement sous le signe de l'homogénéité idéologique. C'est-à-dire, ils sont pas d'accord sur tout. Et pourtant, ils sont amis et ils le sont vraiment. C'est quelque chose de bien. Et moi, là-dessus, j'ai un culte de la loyauté en ces matières. On défend ses amis quand ils sont attaqués. Qu'on soit d'accord, pas d'accord, à moitié d'accord, on s'en fiche. Sur le fond des choses, quand ses amis sont attaqués, on les défend. Et c'est ce qu'a fait Nolot dans les circonstances et il a bien fait. Ensuite, comme je dis, qu'on pense ce qu'on veut des idées de Zemmour, que comme certains zozos le font, qu'on le réduise à certaines petites phrases ou qu'on ait pris la peine de lire ses livres ou qu'on ait une réflexion d'ensemble sur ce qu'il fait, parfait. Mais décider d'exposer la vie privée d'un homme, je trouve que ça relève de méthodes qui sont celles de voyous. Écoute, j'espère qu'il y a eu une longue discussion dans les officines de Paris Match, là, qu'il y a eu des gens qui étaient contre, tu sais, qu'il y a eu une discussion avant de faire ça, parce que tu regardes la une, tu dis, mais comment ils se sont rendus jusque-là? Vraiment, on s'en foutu qu'il y a une maîtresse ou pas, là. Comme si, et puis si c'était, mettons, quelqu'un qui était plus à gauche, qui avait une maîtresse, on l'aurait protégé. Je suis convaincu. C'est encore 2 poids 2 mesures. Mais bien sûr, là, on est sur le mode contre lui, tout est permis. Contre lui, tout est permis. C'est pas très surprenant. Mais je trouve que tout ça s'alimente d'une même logique. C'est-à-dire, les médias sociaux, j'y reviens parce que c'est important pour moi. Chacun avec son téléphone, on crée les conditions d'un espionnage universel et horizontal. Nous sommes tous des agents aujourd'hui des GAFAM. Nous espionnons tous d'une manière ou de l'autre. Et moi, je vois ça, c'est assez fascinant. Quelquefois, je me rappelle une fois une conversation avec un ami dans un restaurant. Je la retrouve en plus mal retranscrite sur une page Facebook quelques heures plus tard. Quelqu'un avait vaguement écouté et s'était dit que, puis que j'étais un peu connu, on avait le droit de rapporter ma conversation. Alors ça, aujourd'hui, ça peut aller très loin, cette affaire-là.
Et le fait est que nous ne savons plus ce qu'est l'intime, le privé. Nous croyons et le mot transparence, qui passe pour un beau mot dans la langue française, est un mot assez inquiétant, moi, je trouve. Parce qu'il exige des êtres humains, justement, qu'il n'ait plus de place pour leurs contradictions, leurs secrets, leur vie intime, ce qui se dérobe à l'image publique qu'ils offrent d'eux-mêmes. C'est compliqué une âme humaine, c'est compliqué une vie humaine, c'est pas toujours simple une vie humaine. Et le propre du privé, c'est un lieu de gestion de ses contradictions sans être exposé au domaine au domaine public. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? On voit la presse qui décide, en fait, de s'emparer de la vie d'un homme parce qu'effectivement, c'est probablement, il est pas dans le bon camp. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais on a fait subir la même chose à François Hollande. Bon, rappelez-vous, François Hollande était amoureux de Julie Gaillet, cette comédienne, et il avait à un moment donné décidé de traverser Paris sur un petit scooter pour aller retrouver son amoureuse. Il avait l'air d'avoir un petit gars. Il avait l'air d'un petit gars de 16 ans qui était tout content de voir sa première blonde. Et les photos avaient circulé. Moi, je dis, écoutez, c'est pas la même chose. Premièrement, on parlait ici d'un président. Il était président de la République, ce que Zemmour n'est pas. Et deuxièmement, le gars avait mis son service secret dans l'embarras. Il y avait vraiment, écoute, il était parti sans garde du corps. Il aurait pu mettre la République dans l'embarras si jamais il est arrivé quelque chose. C'est pas la même chose. Mais je m'en souviens très bien. Et moi, j'avais écrit une chronique dans le journal à ce moment-là, en disant qu'en dernière instance, ça nous concerne pas avec qui il couche. Je veux dire, à la rigueur que ces services qu'il y ait cette discussion avec ces services secrets, mais moi là-dessus, je vais très loin sur ça. Je pense que fondamentalement, les hommes, les femmes n'ont pas à s'offrir au public. Et accepter de gouverner, ça ne veut pas dire accepter de s'offrir à la manière d'un corps offert à tous pour que chacun puisse cracher sur lui, tout savoir, et ainsi de suite. Donc même sur le coup de Hollande, moi j'avais dit, mais ça ne nous concerne pas, ça ne devrait pas être d'intérêt public. Bon. Là, je comprends tes arguments qui me semblent défendables sur ce coup-là, vraiment. Mais en dernière instance, pour moi, c'est une tendance qui m'a un peu... C'est quand même la même tendance, c'est-à-dire ce droit d'espionner, ce droit de s'emparer de la vie d'autrui. Donc, devant tout cela, mes réserves sont plus fortes. Tu sais, Mathieu, t'étais une personnalité publique au Québec, t'es connu, mais le Québec est un village, puis tout ça. Là, t'es en France, ton émission va très bien, ça va faire kaboum, tu vas devenir une grosse vedette et tu vas avoir des adversaires extrêmement coriaces, des gens qui détestent CNews, qui te détestent là-bas, et tu vas voir que les adversaires là-bas sont pas mal plus méchants qu'ici. Et ça va être autre chose. Je sais déjà. Ah, mais je sais déjà tout ça. Non, je vois ce qui s'en vient. Je vois très bien ce qui s'en vient. Je vois des gens qui veulent nous dégommer d'une manière ou de l'autre. Je vois tout ça. Ça fait partie. Cela dit, c'est assez particulier. C'est-à-dire ça prend pas longtemps dans le petit milieu parisien, on s'entend, pour que manifestement le travail trouve son écho. Donc les gens sont très gentils, très aimables en disant continuez, lâchez pas. Mais évidemment que viendront tôt ou tard les portraits assassins, viendront tôt ou tard les reportages fielleux, viendront tôt ou tard les chroniques assassines. Bon, et puis il y en a qui chez nous qui vont dire formidable. Mais ça fait partie de la vie. Je ne m'en fais pas exagérément. Ça fait partie de la vie. La vie publique aujourd'hui vient avec une part de polémique plus grande qu'hier. Et les plus grands prêcheurs de tolérance sont normalement ceux qui voudraient ensuite condamner à la peine de mort sociale ceux avec qui ils sont en désaccord. Nous savons tout cela. Écoute, en terminant, je te remercie parce que tu me fais un sacré beau cadeau ce week-end. Tu vas recevoir ton émission à CNews, Alain Finkielkraut, et je vais regarder ça avec les orteils en éventail. Vraiment, là. Je suis heureux. Hein. Je reçois Alain Finkielkraut, qui est un philosophe admirable, et pour son dernier livre, L'après-littérature. Je suis très heureux de le recevoir. C'est demain, 20h, heure de Paris, deuxième partie de l'émission, et donc 6h de moins... c'est 14h à Montréal. Donc, au grand plaisir. Pour vrai, ça va être un bonheur de faire cet entretien. Mais Buck et Fink, on s'en reparle lundi. Bon week-end, bonne émission demain. Bye bye. Salut, bye. Parce qu'en assurance, ce qui compte le plus, c'est d'être là quand ça compte pour vous. Promutuelle Assurance est heureux d'être là partout avec les auditeurs de cette émission. Fiers de protéger les biens des Québécois depuis près de 170 ans aux quatre coins du Québec. Promutuelle Assurance est là. Bon balado. Pendant ce petit moment de silence, des femmes ont sombré dans la misère. D'autres ont craint pour leur vie. Et certaines ont tout perdu. La détresse des femmes se vit partout au quotidien. Aidez-nous chez Doris.org.